Bernard Kouchner, bonjour et bienvenue sur l'antenne de LCI. Je suis ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs de LCI et évidemment auditeurs de Radio Classique. Alors, les questions sont multiples dans tous les domaines. Il y a la politique française, la situation évidemment de l'UMP, de Nicolas Sarkozy et la politique étrangère. Mais j'ai une petite question, j'allais presque dire à caractère historique et anecdotique à vous poser depuis l'affaire de ce traducteur invraisemblable qu'on a revu à côté de Barack Obama. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà vu un incident de sécurité pareil? Non, jamais. Mais moi, j'avais, peut-être vous aussi, constaté que les gestes de cet homme ne correspondaient en rien au discours que l'on entendait. Et je dis, non, mais c'est dingue quand on pense à la sécurité. Oui, mais vous savez, envoyé là-bas. Les spécialistes du fait, c'est la 3e fois qu'on le voit. Alors les sourds-muets d'Afrique du Sud ont tout de suite réagi. Ouais. Mais il était trop tard. Mais comment est-ce possible? Enfin, vous avez participé à des sommets internationaux parce que vous avez à la fois la sécurité locale et on sait, parce qu'on l'a vu quand les présidents américains viennent en France, c'est invraisemblable la sécurité. Il double la sécurité. Oui. Mais il a installé sa crédibilité parce que depuis le début, il avait tenté, enfin, il feignait, il simulait la traduction. Déjà vu ça dans les sommets internationaux? Jamais. Parce que c'est inaccessible, les présidents américains, sauf pour ceux qui ont rendez-vous avec eux, en général. Oui, mais là, soupçonner un homme qui traduisait en langage des signes, ça n'a pas été fait. J'en sais rien, mais c'est plus rigolo que scandaleux. Ouais. Mais ça aurait pu être très, très, très dangereux, bien entendu. Et inquiétant. Est-ce que vous considérez que nous sommes dans un piège en Centrafrique? Vous connaissez bien l'Afrique? Non. Est-ce qu'il fallait y aller? Ou alors toute l'Afrique est un piège. Ou alors on doit laisser mourir les gens et ne pas intervenir. Moi, je suis fier que mon pays, notre pays, se soit porté aux avant-postes pour empêcher un massacre. Ça avait commencé comme ça au Rwanda, nous ne sommes pas intervenus, souvenons-nous-en, c'était vraiment un génocide à la télévision. Là, c'est très difficile, nous avons avec la République centrafricaine des rapports très compliqués depuis longtemps. Il y a eu 3 interventions françaises. C'est difficile, mais ça le sera encore plus probablement, mais je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ce qui m'indigne... Quel qu'en soit le prix? Nombre de soldats tués, nombre de mois passés sur place. Désolé pour les soldats et je salue ceux qui sont morts, bien entendu, et j'espère que ça ne se reproduira pas. 2 choses me gênent un peu. L'une me gêne beaucoup, c'est l'absence de l'Europe. Oui. À quoi ça sert l'Europe s'ils ne sont pas là? Ou alors on s'y est mal pris. Je me souviens que nous avons fait contre les brigades, les Djendjavid, qui étaient ces gens qui venaient du Soudan pour assassiner les femmes, pour enlever les enfants, etc. 17 pays européens se sont retrouvés ensemble. Ça a duré 1 an, il n'y a plus d'incursion. Je pense que ça pouvait être fait. À Soweto, dans le stade, il était à côté de Cameron, il était à côté donc des principaux représentants justement de la planète et des Européens. Il leur a parlé, il leur a demandé, il va se passer quelque chose ou on va rester tout seul? Eh bien, j'espère qu'il se passera quelque chose, mais je crains que ce ne soit pas vrai. Je crains que nous restions seuls. Parce que les gens se disent, après tout, c'est l'affaire de la France, pour des raisons historiques de la colonisation. Et deuxièmement, ils n'ont pas envie d'intervenir. Ils sont scandaleusement lâches et scandaleusement peu européens. Alors, il n'y a pas que ça en Europe. Il n'y a pas que des interventions internationales. Il n'y a pas que des interventions de maintien de la paix, ni de... Vous savez, il y a une différence entre maintenir la paix et la faire. Là, nous sommes en train d'essayer de la faire. Donc, ça va marcher quand même. Mais il y a peu de choses. Enfin, l'Europe, au début, nous sommes... Bernard Kouchner, on est là pour être franc. L'Europe, elle est contestée par un certain nombre de partis politiques de plus en plus nombreux. On va voir aux européennes que finalement, on va peut-être envoyer pour la première fois de l'histoire des européennes des candidats qui sont contre l'Europe, qui vont l'emporter dans tous les pays, qui vont se retrouver au Parlement européen. Vous avez l'affaire de l'Ukraine à la porte. On ne peut pas sélectionner les candidats. Non, mais on va en parler. Non, mais on est quand même dans un contexte de faillite totale. N'exagérons rien, parce que c'est l'Europe du grand marché qui marche, si j'ose dire, qui marche bien. C'est que, voilà, on échange. Je parle de l'Europe politique, moi. Oui, l'Europe politique, elle est en panne. Moi, je suis un partisan de l'Europe fédérale depuis très longtemps, et même confédérale. Et est-ce qu'il faut qu'il y ait un président, définitivement? Est-ce qu'il faut mettre les pieds dans le plat et décider qu'il y ait une véritable autorité, donc qu'il y ait un président de l'Europe? Oui, mais c'est facile à dire, parce que nous sommes à la radio ici. Ah, si je voulais faire l'Europe, oui. Non, mais je demande votre point de vue. Ça. Il y a des votes, et pour le moment, on attribue faussement, d'ailleurs, la crise à l'Europe. Et on pense que ce qui va mal, c'est toujours l'Europe. C'est faux. On ne se rend pas... c'est ce que disent Mélenchon, Le Pen, Chevènement. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de grandes gueules qui ne servent pas à grand-chose, mais qui disent ça. Bon. En ce moment, Marine Le Pen, 25%. Enfin, entre 20 et 25%. On n'est pas là, on verra. C'est pas sûr.
En ce moment, l'Ukraine, dans une période très difficile, se tourne vers qui? Vers l'Europe. N'oublions pas ça aussi, c'est une force d'attraction formidable. Mais évidemment, dans les périodes de crise, on veut des boucs émissaires. Bon, mais je pense, un dernier sur l'Afrique centrale, un dernier point. C'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux. 1600 hommes, c'est pas beaucoup. Et je pense qu'il faudra les renforcer. Est-ce que l'Europe le fera? Est-ce qu'ils nous aideront? C'est un enjeu politique. En n'oubliant pas qu'il y a la MISCA sur place et donc les voisins. Elle n'est pas équipée et elle ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Bien sûr, c'est ça que nous devons encadrer. On va parler évidemment du retour éventuel de Nicolas Sarkozy, de la situation à l'UMP, mais justement, puisqu'on parle de l'Europe, j'ai quand même une question. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Bernard Accoyer dans Le Monde hier, qui était une interview courte, dense, mais d'une assez grande violence quand on connaît le personnage qui est plutôt un homme mesuré. Il a dit, en gros, si tous les Morano de l'UMP sont tête de liste aux européennes, moi je prends 50 députés de l'UMP et je pars. Sous-entendu, ce sont des incapables qu'on essaye de recaser. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours très agréable, il met dans le même sac Morano, Mam et Jérôme Lavrieux, qui est le directeur de cabinet donc de Jean-François Copé. Est-ce que vous considérez que sur le fond, il a raison? Oui. Il faut mettre en Europe, non pas, comment dirais-je, ceux qui n'ont pas réussi ailleurs ou ceux qu'on ne sait pas caser pour des raisons souvent personnelles, d'animosité entre les divers candidats. Je pense qu'il faut mettre en Europe des gens qui aiment l'Europe et qui veulent la faire progresser. Là-dessus, il a raison. Quant aux personnalités, je vous laisse seul juge. C'est pas moi qui les ai cités. Il parle des incompétents à la place, par exemple, de la Massour dans le Grand Sud-Ouest qui préside une commission en Europe. Parce que c'est quand même... Oui, il n'y a pas de crédibilité vis-à-vis des électeurs si on est dans un système... Je partage votre sentiment. Ceci dit, on ne peut pas laisser éternellement des gens sous prétexte qu'ils réussissent. Il faut aussi un petit renouvellement. Mais là-dessus, je pense qu'Accoyer a raison. Mais s'il a raison... Ça veut dire... Il a raison, moi je ne suis pas UMP. Qu'est-ce que non, mais d'accord, mais je vous demande votre avis ce matin. S'il a raison, ça veut dire que l'UMP va quand même exploser. Parce que Comme si elle n'avait pas déjà explosé. C'est-à-dire ce que vous avez dit tout à l'heure à propos d'Alain Juppé, ça prouve qu'en effet, ni M. François Fillon, ni M. Jean-François Copé ont réussi leur opération. Ça veut dire qu'elle est déjà très fragmentée, l'UMP. C'est d'ailleurs, d'une certaine façon, la chance de Nicolas Sarkozy. Alors c'est justement la question à laquelle nous allons arriver. Je ne sais plus qui l'appelait ce matin chez mes confrères le bavard silencieux. Donc on est en train d'assister à un retour via la presse, via des contacts avec un certain nombre de responsables politiques. Je ne peux pas ne pas envisager de revenir. En gros, c'est en substance ce qu'il confie aux journaux, notamment au Point. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose pour le pays? D'abord, c'est pas parce que Nicolas Sarkozy veut revenir qu'il reviendra. C'est ce que souhaite l'électorat de droite. C'est tout à fait évident qu'il en a envie. C'est tout à fait évident. Maintenant, oui, il y aura des épisodes, en particulier des concurrents, en particulier Alain Juppé, etc. Nous verrons bien. Non, mais c'est une question de fond quand même. Je pense qu'on a beaucoup frappé, et on a frappé à coups redoublés en permanence pendant des mois sur Nicolas Sarkozy, ce qui a fait une partie du succès de François Hollande. Est-ce que ce sera possible? Oui, ce sera inversé dans ce cas-là. Alors nous verrons bien. Il n'y a pas besoin de frapper beaucoup et peut-être pas à coups redoublés pour s'apercevoir. Mais Bernard Kouchner, vous êtes français, vous avez été ministre de la gauche, ministre de Nicolas Sarkozy aux Affaires étrangères. Est-ce que vous considérez que la situation d'un pays dirigé par François Hollande nécessite le retour de Nicolas Sarkozy et de la droite aux affaires? Non, je ne considère pas ça. C'est pas aussi simple. L'un et l'autre représentent deux courants qui sont un peu opposés, mais le socialisme français, comme vous le savez, ne sait pas s'adapter au monde. Et il ne sait pas s'adapter à l'Europe en particulier. Donc est-ce que ça va se redresser? Est-ce que non seulement l'image, mais la pratique, à partir des élections municipales et puis peut-être européennes, va avoir un changement, ce qu'on appelle le bac Godesberg, qu'enfin le Parti socialiste s'adapte à la mondialisation? J'espère que oui, nous verrons bien. J'en sais rien. Mais pourquoi est-il encore le sauveur d'une partie de l'électorat de droite, alors que vous semblez mesuré, alors que vous avez été son ministre? Parce que la droite le plébiscite. Eh ben, moi, je ne suis pas de droite, excusez-moi. Moi, j'ai cru à l'ouverture. Non, pardon, j'ai cru à l'ouverture. Peut-être j'étais naïf, j'ai cru à l'ouverture. Je crois encore que ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire que les partis socialistes qui ont vraiment lutté contre Mme Merkel, c'est-à-dire la démocratie chrétienne, ils vont se mettre ensemble et c'est pas scandaleux. Moi, je trouve que dans cette période très difficile où l'Europe n'est pas suffisamment, comment dirais-je, forte, qu'en France, il y ait une alliance nationale, j'ai toujours cru à ça, pour passer des étapes difficiles, qui sont les étapes où nous nous heurtons au pays à bas coût, si j'ose dire, ceux qui travaillent
presque aussi bien que nous, peut-être pas complètement aussi bien que nous, mais qui sont beaucoup moins payés. Ça, je pense que ce serait possible. Et ça ne paraît pas scandaleux, c'est pour ça que... Et lequel des deux va le faire? François Hollande au plus bas dans les sondages ou Nicolas? Allez voir en Afrique du Sud, en se regardant en chien de faïence, c'est pas demain la veille. Eh bien, je trouve que cette fausse guerre civile est en France très nocive. Et nocive pour nous-mêmes, pour la France. Mais est-ce que vous considérez justement, parce que c'est ce qui se lit dans les journaux que j'ai amenés ce matin, comme tous les matins, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy pourrait revenir plutôt avec Jean-Louis Borloo qui prépare un projet... Il y était déjà avec Jean-Louis Borloo. D'accord, mais il n'a pas nommé Premier ministre. Est-ce que vous pensez que c'est ça la stratégie, c'est-à-dire de revenir via l'UDI pour éviter les primaires et donc laisser tomber finalement l'UMP qui serait en déliquescence? Il paraît qu'il n'arrête pas de le dire. Sous ces ponts-là, beaucoup d'eau. Attendons un petit peu. Les alliances vont se nouer, se dénouer, j'en sais rien du tout. Il faudrait un programme. Enfin, vous avez une expérience quand même. Mais justement parce que j'ai l'expérience des haines françaises, j'ai l'expérience de cette fausse guerre civile. C'est pas si... Les positions ne sont pas tellement éloignées et il n'y a pas de recette. Nous avons attendu longtemps, nous avons perdu 30 ans ou 40 ans alors que les gens bougeaient partout. Alors c'est ça qu'il faut expliquer. On n'explique pas assez les situations en France. On pense qu'on a des recettes, qu'on est le sauveur suprême, d'un côté comme de l'autre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait calmement voir ce qu'on peut faire pour ce pays. Mais vous êtes isolé sur ce point-là. Ah bah oui, ça pourrait être isolé. Je suis isolé. Vous savez, isolé, ça ne veut pas dire malheureux. Hein. La dernière question, Bernard Kouchner, est-ce que la Libye n'a pas été une tragédie? C'est-à-dire, on a éliminé Kadhafi, oui, mais maintenant, beaucoup de chefs d'État africains considèrent qu'Al-Qaïda est près des puits de pétrole et que donc, ils peuvent très bien, et c'est peut-être ce qui se passe avec la descente vers la Centrafrique, via le Tchad, etc. Oui, c'est le danger terroriste qui s'est renforcé. J'ai passé 40 ans de ma vie à installer le devoir d'ingérence, le droit d'ingérence, et maintenant la responsabilité de protéger, c'est-à-dire intervenir en amont pour pas qu'il y ait de massacre. Alors je vais être encore plus violent. Est-ce que la Libye n'est pas une gigantesque connerie? C'était pas une connerie. Il fallait en effet protéger Benghazi du bombardement, mais il fallait préparer ça d'avance. Il ne fallait pas forcément recevoir M. Kadhafi, mais il fallait surtout penser aux droits de l'homme en avance, des mois et des années. On vous a pas beaucoup entendu à l'époque. Hein. Qui, moi? Oui. Bah, j'ai dit que je ne le recevais pas, c'est déjà pas mal pour un ministre des Affaires étrangères. Ouais. Hein, et je ne l'ai pas vu. Bon. Et puis non seulement ça, mais il fallait continuer ensuite. Le droit d'ingérence, c'est pas d'intervenir boum boum et de penser qu'on s'en va 15 jours ou 6 mois après. C'est pas ça. C'est une politique générale vis-à-vis des dictatures, vis-à-vis des outrances, vis-à-vis des massacres. Mais on est bien d'accord tous les deux ce matin que vous avez en Libye, qui est un des plus grands champs pétrolifères du monde, oui. Enfin l'un des, vous avez des puits de pétrole et à côté Al-Qaïda, ou peut-être. Et même tout le sud de la Libye qui est maintenant un pays Al-Qaïda. Et il faudrait d'ailleurs les conforter d'une autre façon et essayer de les détacher. C'est très difficile. Il y a le problème des Touaregs, de tous ceux qui sont venus avec des armes de Kadhafi et qui en effet descendent vers le sud. C'est tout à fait vrai. Il ne fallait pas pour autant permettre le bombardement de Benghazi. Donc c'est très difficile, c'est tout un art et une politique complètement différente. C'est vrai que le résultat de l'opération Libye n'est pas probant, le moins qu'on puisse dire, et vous avez vu que... C'est dernier. Oui, ils veulent installer la charia en plus, bon, bref. Merci Bernard Kouchner d'être venu ce matin donc parler de politique étrangère, de politique. Et bonne journée à vous, suivant l'expression classique, puisque nous sommes aussi sur Radio Classique, mais sincère.